L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, le penseur de Rodin. Le penseur de Rodin, ou plutôt devrait-on dire les penseurs de Rodin, puisqu'il s'agit d'un ensemble de sculptures réalisées par l'artiste. Ce qu'on appelle le penseur au départ, c'est une sculpture en plâtre, puis en marbre, puis en bronze, réalisée par Auguste Rodin. La première version a été conçue entre 1880 et 1881, mais exposée pour la première fois seulement en 1888. La version originale en plâtre mesure seulement 71 centimètres de haut. La version monumentale mesure 1,80 m par quasiment 1 m par 1,45 m. L'œuvre présente un homme d'âge mûr nu, particulièrement robuste, assis sur un socle. Sa tête repose, affaissée sur sa main droite, dont le bras attenant prend appui sur la jambe gauche, dans un léger déséquilibre. Le bras gauche prend place sur la même jambe. Si les deux membres inférieurs sont repliés, ils sont légèrement désaxés l'un par rapport à l'autre, dégageant ainsi une sensation de naturel assez saisissante. Les muscles et les tendons surgissent de sous la peau. Une vingtaine de versions en bronze existent, réalisées par le fondeur Rudier, du vivant de l'artiste, et elles sont dispersées dans différentes collections des grands musées internationaux. Il existe aussi de nombreuses versions agrandies. On peut admirer le penseur au musée Rodin, au musée de l'Ermitage, à Meudon, au-dessus de la tombe de l'artiste, au cimetière de Laeken, à Bruxelles, sur la tombe d'un important marché d'art, etc., etc. Une partie des sculptures monumentales ont été réalisées de façon posthume par le fondeur, cherchant à maximiser ses profits. Quand Rodin crée son penseur, il a 40 ans. Il a déjà 20 ans de carrière, une carrière pour le moment mouvementée et un peu ratée. S'il a été repéré par quelques maîtres académiques dans ses études, il n'a pas pu rentrer à l'Académie des Beaux-Arts de Paris en raison de sa défaillance en culture générale. Ayant eu des problèmes de myopie, Rodin est incapable de pouvoir illustrer des mythes fondateurs, des histoires religieuses ou des histoires appartenant à la chronologie importante. Il survit en travaillant comme petite main, praticien pour des sculpteurs connus comme Ernest Carrier-Belleuse ou d'autres, et c'est comme ça qu'il va participer aux différents grands chantiers du Second Empire. On pense à l'hôtel de la Païva, à l'Opéra Garnier, au Théâtre des Gobelins, etc., qui vont permettre à Rodin de gagner quelque argent. Mais il faut attendre, en fait, la fin des années 1870 pour que la célébrité arrive avec le scandale de l'âge d'airain, une sculpture tellement réussie que les spécialistes vont croire que Rodin a moulé un véritable corps pour en tirer une sculpture. Dans tous les cas, même si la célébrité arrive par le scandale, Rodin est désormais considéré comme un sculpteur en vue, et c'est dans ce cadre-là que le penseur va arriver. Le penseur, en fait, fait partie d'un ensemble, ce qu'on appelle la porte des enfers. La porte des enfers, c'est une commande que Rodin a gagnée en 1880, qui est destinée à orner le futur musée des arts décoratifs, pour lequel on a décidé que le thème serait la Divine Comédie. Et en fait, ce penseur, il fait partie d'une centaine de figures que l'artiste va réaliser au cours des années 1880, et ce penseur, il orne la porte. Il est tout au-dessus, et il est censé représenter Dante. On donne à Rodin des moyens particulièrement importants pour réaliser cette commande, qui est une commande d'État, mais cette commande, elle ne verra jamais le jour. Le projet est abandonné en 1889, soit près de 10 ans après le début du travail, pour lequel Rodin a créé déjà plus de 200 figures. C'est cet échec qui va pousser Rodin à exposer de façon individuelle les différentes parties de cette porte, dont le penseur, mais aussi d'autres figures importantes, comme le baiser. Ce penseur, dès lors, va être marqué par différentes influences. La première et la plus évidente, c'est bien entendu la Divine Comédie elle-même, ce poème rédigé par Dante au début du XIVe siècle, dans lequel il décrit un rêve au sein duquel il est projeté dans l'après-vie. Il y raconte son voyage en enfer, au purgatoire et au paradis, en compagnie du poète antique Virgile. Dante meurt peu après l'avoir achevé, ce qui va accentuer la légende de l'ouvrage. Cet ouvrage, il est en fait particulièrement populaire au XIXe siècle, puisque dans le sillage du romantisme, on se passionne pour les histoires médiévales à fort contenu symbolique et sentimental. C'est bien entendu Delacroix qui va en livrer une interprétation en 1822 avec la Barque de Dante, Balzac qui fait référence avec cette
comédie humaine. Victor Hugo la mentionne à plusieurs reprises dans Notre-Dame de Paris, écrit en 1831, Liszt en tire une symphonie en 1857, Tchaïkovski tire un opéra sur le personnage de Francesca en 1876, et Gustave Doré réalise sa célèbre série de gravures au cours de l'année 1860. Donc quand Rodin s'empare de cette figure, la figure de Dante, elle a déjà une histoire, elle a déjà une longue iconographie, mais cette iconographie, en fait, il va grandement l'ignorer. Pourquoi? Parce que Rodin va fusionner cette figure de Dante avec d'autres figures. L'une des références de Rodin, c'est Antoine-Louis Barye, un sculpteur animalier qui a été son maître dans les différentes académies qu'il a fréquentées. Antoine-Louis Barye, c'est un spécialiste des corps d'animaux particulièrement précis, particulièrement expressifs, et qui recommandait justement l'étude de l'anatomie. Et on peut voir cette influence de Barye sur cette facture dépouillée, anatomiste du penseur, à la fois très vivante, qui ressemble justement à une étude de corps en mouvement, laissant apparaître la torsion des membres, la distorsion des muscles sous l'effort. Cette façon de voir les muscles, de voir ces tendons saillir de sous la peau, évoque les écorchés que Rodin a vus, étudiés et copiés dans la classe de Barye. Une autre inspiration très probable du penseur, c'est Michel-Ange. Michel-Ange, c'est une référence très importante pour Rodin, qui a pu voyager en Italie au cours des années 1870. Il a été particulièrement marqué par cette sculpture qu'il a notamment pu voir au Louvre, mais aussi parce qu'il a pu voir en Italie, et notamment le tombeau de Laurent de Médicis, qui est orné par une figure qu'on appelle Il Pensieroso, le penseur lui-même. Et ce serait d'ailleurs les fondeurs du penseur de Rodin, qui, travaillant donc sur ces exécutions, remarque la similarité entre les Pensieroso de Michel-Ange et le Dante de Rodin, baptisant cette nouvelle figure le penseur. On retrouve le même désaxement des membres, l'attitude pensive et cette intensité provoquée par l'ébranlement d'un corps puissant. La forte musculature du penseur, qui est si peu liée à Dante, représentée chez Gustave Doré et chez les autres comme un être déjà complètement vêtu et surtout assez frêle physiquement, ça aussi c'est lié à Michel-Ange qui représente des figures puissantes jusque dans ses figures féminines ou dans la figure du Christ lui-même. On peut penser que cette esthétique michelangélienne, elle exprime la grandeur d'un personnage par cette densité physique, et c'est ce qu'on retrouve chez Rodin. Une autre référence très probable, c'est l'Ugolin de Carpeaux, réalisé en 1861 et qui prend aussi comme source la Divine Comédie. On retrouve une pose similaire, un corps musculeux penché en avant, entièrement désaxé, et dont la posture évoque l'agitation interne du personnage. On connaît l'admiration de Rodin pour cette sculpture, à laquelle il emprunte beaucoup pour sa propre réinterprétation du penseur, et on sait aussi que Rodin va faire plusieurs versions personnelles du Golin pour sa propre porte des enfers, sculptures qui vont devenir ensuite des pièces uniques, séparées du reste. Un autre motif d'inspiration très probable, c'est celui de la mélancolie. On retrouve cette posture d'un personnage assis la tête dans ses mains, dans des représentations antiques, des enluminures médiévales, mais on les retrouve bien entendu, surtout dans cette gravure de Dürer du XVIe siècle, et comme on sait que Rodin a une connaissance iconographique extrêmement profonde, il est évident qu'il connaît et qu'il cite cette sculpture. Mais comment interpréter le penseur? L'interprétation dominante de l'œuvre en fait la représentation de Dante devant la porte des enfers, méditant sur son poème avant de commencer la rédaction. Sous les traits de Dante, le penseur est censé représenter à la fois l'individu torturé, mais aussi le penseur libre, décidé à transcender sa souffrance par la poésie, comme nous l'explique le texte du musée Rodin. Son attitude illustrerait son doute quant à la condition humaine. D'autres y virent un commentaire sur la difficulté de la création, le poète étant assimilé ici à l'artiste et au sculpteur en particulier, tergiversant devant la tâche à accomplir, hésitant avant la mise en action. Pour Antoinette le Normand romain, une spécialiste de l'artiste, il représente Dante, mais aussi bien Baudelaire ou Hugo, et tous les autres poètes, quels qu'ils soient, et c'est la raison pour laquelle il est nu, alors qu'il existe une vision, comme on l'a vu, beaucoup plus traditionnelle du poète florentin, habillé, avec un aspect physique frêle. Ce qui nous amène à une deuxième interprétation, celle de la sculpture comme un commentaire sur la pensée elle-même. En effet, cette composition en déséquilibre permanent, symbolisant ce mouvement incessant des idées et de la pensée, fait sens.
Cette interprétation de la sculpture comme une métaphore de la pensée est tout à fait intéressante, au sens où elle cadre avec la réflexion de Rodin concernant la disparition du sujet. En effet, les représentations antiques de la pensée et de la réflexion utilisaient des allégories drapées comme Athéna. En figurant la nudité, en faisant disparaître les attributs, en détruisant l'anecdote, on peut considérer que le penseur ne relate plus véritablement l'histoire précise de Dante. Rodin tire son sujet vers l'universalité. Il déclare: Mon idée a été de représenter l'homme comme symbole de l'humanité, l'homme rude et laborieux qui s'arrête au milieu de sa tâche pour penser aux choses, pour exercer une faculté qui le distingue des brutes. Cette disparition du sujet, qu'on retrouvera par la suite dans Le Baiser, qui est au départ aussi une illustration de la Divine Comédie, ou ensuite de L'Homme qui marche, qui est la version anti-narrative du Jean-Baptiste, il atteste de la volonté révolutionnaire de Rodin de faire disparaître ce sujet. En effet, jusqu'ici, une sculpture est évaluée en fonction de sa capacité à illustrer un sujet, une histoire, un mythe. En enlevant quasiment toutes les références à Dante, Rodin concentre le regard sur la sculpture elle-même, sur sa valeur plastique, davantage que sur l'histoire qu'elle convoque. C'est donc une remise en cause de l'approche académique de la sculpture. Encore une fois, une sculpture est évaluée en sa fonction d'illustrer un sujet mythologique, un sujet littéraire. Et donc cette dissociation entre la sculpture et la narration, qu'on va retrouver par la suite de plus en plus fréquemment chez Rodin, elle va accorder une liberté sans précédent aux sculpteurs de la génération suivante. Cette disparition du sujet, elle constitue une rupture importante, notamment au regard de l'inscription de la sculpture comme un art libéral, ce qu'on a concernant ce médium depuis le début de la Renaissance. Elle permet une reconcentration du travail du sculpteur sur le fait plastique lui-même, davantage que sur une interprétation littéraire. Comme le dit Rodin, je cite: il ne pense pas seulement avec son cerveau, avec son sourcil froncé, ses narines écartées et ses lèvres pincées, mais aussi avec chaque muscle de ses bras, de son dos et de ses jambes, ses poings serrés et ses orteils crispés. Cette disparition du sujet, c'est finalement une forme de non finito. Le non finito, c'est un concept dont Rodin hérite de la part de Michel-Ange. Michel-Ange a eu l'idée du non finito de par sa fascination pour les ruines antiques, notamment le Torso Belvedere. En effet, Michel-Ange se rend compte, en découvrant ces sculptures brisées, incomplètes, qu'une statue n'a pas besoin justement de représenter un sujet en entier, n'a pas besoin de représenter un corps en entier pour être expressif, pour être intéressant ou pour avoir une valeur symbolique. Au contraire, ces sculptures qui ne sont pas finies laissent justement l'idée que la volonté créatrice, que le génie est encore en train de se faire à l'intérieur de la matière. Et c'est cette idée que Rodin va reprendre dans son style de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, avec ces sculptures qui n'ont pas de sujet particulier et qui auront une facture de plus en plus rapide. C'est ce qui permet aux penseurs, cette disparition du sujet, de raisonner comme une image universelle, dans laquelle chacun verra quelque chose de différent, davantage que comme une bonne ou une moins bonne interprétation de la figure de Dante, Dante qui n'est finalement plus si important dans la version finale. Ce penseur de Rodin, il n'a pas été exposé du premier coup. Comme on l'a vu au départ, il fait partie de cet ensemble sculpté qui ne verra pas le jour. Et en fait, même s'il a été façonné dès le début des années 1880, il n'est exposé pour la première fois comme élément isolé qu'en 1888 dans une exposition à Copenhague. Il s'appelle encore à ce moment-là le poète. C'est seulement l'année suivante, en 1889, pour une exposition conjointe de Monet et Rodin à la galerie Georges Petit, qu'elle prend cette fois-ci le titre du penseur. Le titre complet d'ailleurs au sein de cette exposition, c'est numéro 27, le penseur, le poète, fragment de la porte. Concernant l'exemplaire en bronze, il n'est tiré qu'au début du XXe siècle et il est exposé en 1904 au Salon des Beaux-Arts de Paris dans sa version monumentale. La presse est dans l'ensemble assez positive quant à cette sculpture, à l'exception de certains esprits chagrins qui vont la qualifier de gorille ou de brute énorme. Cette sculpture, à ce moment-là, devient l'emblème de Rodin, et en 1906, une campagne de dons d'admirateurs fait acquérir la sculpture par la ville de Paris qui va la placer devant le Panthéon, devant lequel elle va rester
un certain temps. Cette inscription devant le Panthéon, c'est une revanche pour Rodin qui, quelques années auparavant, avait profondément souffert de l'échec de l'inscription du Balzac sur l'espace public. L'exemplaire du Panthéon a été déplacé par la suite au musée Rodin peu après la mort de l'artiste en 1922. Ce penseur, il constitue un tournant dans la carrière de l'artiste. C'est tout simplement sa première sculpture dans l'espace public parisien, après un premier exemple à Calais avec les fameux bourgeois, placés en 1895. Ce penseur, c'est justement ce moment où Rodin commence à s'émanciper du sujet, émancipation qu'on va retrouver dans Le Baiser et ensuite dans l'autre grand chef-d'œuvre de l'artiste, L'Homme qui marche. Et cette distanciation de la sculpture par rapport au sujet, elle va devenir un élément de réflexion pour d'autres artistes, comme Brancusi, comme tant d'autres, et à partir de ce moment-là, on peut considérer que la sculpture contemporaine est réellement née, ce qui fait de Rodin un maillon essentiel de cette chaîne historique. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Jusque-là, portez-vous bien. Au revoir.